C'est un immense plaisir pour moi de lancer cette 4e édition de l'Académie des savoir-faire de la Fondation d'entreprise Hermès, consacrée au textile, après avoir traité du bois en 2014, de la terre en 2015 et du métal en 2017. Et quel beau symbole de se retrouver ce matin ici dans cette splendide salle des textiles du Conservatoire national des arts et métiers, où Olivier Faron, administrateur général du CNAM, nous accueille. Alors c'est vrai qu'il faut se projeter un peu parce que cette salle était remplie de métiers à tisser il y a encore quelques années. Ça a commencé en 1907 et jusqu'aux années, fin des années 90, il y avait des métiers à tisser, ils ne sont plus là, mais votre imagination peut vous aider à imaginer le décor de cette salle remplie de métiers à tisser. L'Académie des savoir-faire est au cœur des missions de notre fondation. En effet, Hermès tire sa force des valeurs de l'artisanat, la transmission intergénérationnelle, l'exigence et la précision des gestes qui conduisent à la belle facture, le respect des matières. Ainsi, les savoir-faire et leur savoir-être ont forgé chez Hermès une culture créative et artisanale authentique depuis 1837, dont la fondation est l'émanation depuis sa création il y a 10 ans. Nous avons imaginé cette Académie des savoir-faire comme une plateforme de savoir et de savoir-faire ouverte et engagée au service d'un public de professionnels, dont nos 23 académiciens sélectionnés pour cette édition, que je salue ce matin, qui sont ici bien sûr avec nous, mais aussi un public d'étudiants et d'amateurs souvent éclairés. Je constate d'ailleurs avec plaisir que malgré toutes les difficultés de transport ce matin, vous êtes venus nombreux pour cette première matinale et je vous en remercie. Les participants à cette académie sont 23 professionnels, artisans, designers et ingénieurs, sélectionnés sans condition d'âge et exerçant leur activité en France ou dans les pays limitrophes. Ils partagent tous la volonté d'enrichir leur formation et leurs compétences dans leur pratique professionnelle. À leur côté, tous ici, nous allons pouvoir étendre nos connaissances et techniques sur les textiles et aussi s'ouvrir aux innovations dans ce domaine grâce à un programme que nous avons souhaité amplifier cette année pour la 4e édition de l'Académie. Et cette Académie se déroulera pendant 11 mois. Il y aura 7 matinales au lieu de 6, dont une sera spécifiquement dédiée à l'étude du contexte économique des textiles. Il y aura des événements complémentaires pour le grand public, comme par exemple le 9 février, la performance de la danseuse Ola Machejewska ou la projection au cinéma Luxor le 5 avril de 3 documentaires au fil du monde. Et enfin, il y aura un workshop de 3 semaines pour les académiciens. Les tissus sont des médiateurs d'humanité et je pense que plus que toute autre matière, ils n'existeraient pas sans l'homme. Ils font lien, ils transmettent, ils relient le passé au présent, l'individu à son groupe, la matière au vivant. C'est pourquoi l'intelligence collective est au cœur de l'ambition de cette académie. Apprendre ensemble, se perfectionner ensemble, se remettre en question ensemble, s'inspirer et prendre le temps ensemble. C'est ce que nous souhaitons à nos 23 académiciens. Ce travail collectif est possible grâce au comité de pilotage, autour de Pascal Mussard, vice-présidente de la Fondation, Catherine Sekenis, directrice de la Fondation, Clémence Fraisse et Hugues Jacquet, qui sont les chefs de projet de l'Académie des savoir-faire et que je remercie tous. Pour aider nos académiciens et les accompagner dans ce beau parcours, après Patrick Join pour le bois, Guillaume Bardet pour la terre, Jean-François Dingjian et Éloi Chaffaille pour le métal, c'est à Nathalie Crassé que nous avons confié la direction pédagogique de cette 4e Académie des savoir-faire. Je la remercie chaleureusement d'avoir accepté cette mission, je pourrais dire ce défi, mais je suis sûr que par son expérience, sa liberté, son regard, son exigence, elle saura trouver les fibres des échanges, tisser les liens les plus forts, croiser les chaînes et les trames les plus belles, pour que nos académiciens constituent une équipe soudée et heureuse de partager idées et connaissances autour des textiles. Je leur souhaite plein succès. Je passe la parole à Nathalie et je vous remercie.
Bonjour à tous. Oui, c'est en effet un honneur pour moi d'être directrice pédagogique de cette édition. D'une part parce que j'adore la transmission et d'autre part que dans ce projet, on lie la transmission avec le projet. Donc je trouve que c'est une articulation qui est complètement pertinente. Aujourd'hui, on va aborder avec deux temps forts l'édition 2019 avec d'abord un vaste panorama sur l'histoire des textiles et donc ça sera la première partie de la matinée et la deuxième partie, une grande conférence plutôt sur le vocabulaire des textiles. Donc on est vraiment dans les fondamentaux. Nous avons invité pour la première partie Sophie Desrosières. Sophie Desrosières est anthropologue. Elle est spécialiste des textiles, bien sûr, et elle a commencé à s'intéresser aux textiles en étudiant plus particulièrement les textiles à la fois, on va dire, anciens et contemporains des Indes. Elle ne cesse depuis de creuser en fait cette connaissance et à travers bien sûr le temps, dans une recherche ancrée sur le temps, mais aussi dans les territoires, puisqu'en fait l'idée c'est de ne pas rester centré simplement sur l'histoire des textiles en Europe. Elle est aujourd'hui maître de conférence en fait à l'école des hautes études en sciences sociales. Donc cette présentation ce matin va être à la fois subjective et objective, puisque c'est une histoire qui va nous permettre de parcourir l'évolution des textiles à travers le temps. Et c'est aussi une volonté, et les territoires, comme j'ai déjà dit, et c'est une volonté pleinement partagée avec Sophie, afin de mieux appréhender, en quelque sorte, la grande diversité des textiles dans le monde entier. Merci Sophie. Et pour commencer, je voulais justement remercier la Fondation Hermès qui m'a lancé le défi, on vient d'en parler, de présenter l'histoire des textiles en 75 minutes. Une histoire qui d'habitude tient, même quand elle est régionale, dans des volumes qui font plus de 1000 pages, 2000, 3000. Donc j'ai été obligée de faire des choix draconiens, tout en tenant compte des questions qui m'ont été posées par Hugues Jacquet et Clémence Fraisse lorsque nous nous sommes rencontrés la première fois. Ces questions portaient sur la chronologie déjà, c'est-à-dire à partir de quand, où et comment ont commencé les activités textiles et d'où viennent certains textiles que nous fabriquons et utilisons encore aujourd'hui. Une touche plus personnelle est arrivée en troisième position, avec une réflexion sur ce que les textiles ont apporté et continuent à apporter aux humains dans le domaine de la pensée. Avant de présenter ces trois parties, mettons-nous d'accord sur ma définition du textile, des textiles, qui sont des constructions souples, faites de fils entrelacés. Pour pouvoir être entrelacés, ces fils devaient eux-mêmes avoir de la souplesse, et ce sont des fibres d'origine animale ou végétale, parfois minérale, qui ont été choisies, qui ont été sélectionnées au cours du temps, jusqu'à l'invention récente des fibres artificielles et synthétiques. Les deux premières catégories, de loin les plus sollicitées, sont des matières organiques, donc putrescibles et qui ne peuvent pas être conservées très longtemps dans le temps, d'où la difficulté pour les préhistoriens de s'intéresser aux textiles face à des objets en pierre qui abondaient sur leur site. Le fait qu'ils étaient présents sporadiquement, en mauvais état, et aussi complexes à étudier. Depuis les années 1990, cette situation a évolué grâce à l'utilisation de nouveaux outils qui permettent d'approcher, de photographier, d'écrire ces textiles au plus près, et au développement de communautés de chercheurs qui ont fait un énorme travail et ont diminué notre impression de passé décomposé.
Cette première partie sera suivie de l'examen de 2 types de textiles qui nous sont familiers, le velours et la maille, et nous nous pencherons finalement sur 2 secteurs plus abstraits, donc que j'ai annoncés, qui présentent d'intéressantes connexions avec les textiles, le domaine des mathématiques et le champ des métaphores dont nous venons d'avoir un exemple en introduction. Parmi les avancées importantes, on s'est aperçu que des objets faits de matière résistante constituaient des témoins indirects, mais absolument indispensables pour apprécier la profondeur chronologique des activités textiles. Comme témoins indirects, nous avons d'abord, pouvant souligner par l'absence, pouvant souligner la présence, nous avons des perles qui devaient être forcément enfilées sur des fils solides, dont il ne reste rien pour les périodes très anciennes. Ces fils ont laissé des traces d'usure, comme vous le voyez ici sur cet exemple en coquillage qui date de 85 000 avant le présent et qui a comme compagnon d'autres perles qui remontent jusqu'à 110 000 avant le présent en venant de couches plus profondes. Autre témoin indirect, les représentations supposées de vêtements sur les Vénus du Gravettien, dont l'examen, s'attachant à d'autres traits que leur forme généreuse, a révélé une sorte de capuche sur la tête de la dame de Brassempouy, une construction souple enveloppant la tête de celle de Willendorf, et pour la Vénus de Lespug, une jupe de corde, type de vêtement relativement fréquent dans des sépultures féminines de l'âge du bronze. Elles sont datées du Paléolithique supérieur. Les plus récemment découvertes remontent jusqu'à 35 000 avant le présent. Troisième cas, directement lié aux activités textiles, des outils, comme des aiguilles à chat en os pour les plus anciennes, utiles pour coudre des peaux, mais aussi pour construire divers types de filets et de réseaux à l'aiguille, des fusailloles, ces petits poids fixés au bas des fuseaux, employés pour filer des fibres très diverses, des poids de métier à tisser, souvent en terre cuite, copiés pour les reconstitutions, qu'on voit sur la gauche, et d'autres objets comme des bobines et des racloirs, gardant des micro-traces pour la préparation des fibres textiles. Les plus anciennes aiguilles, celles-ci sont de moins 15 000, mais les plus anciennes aiguilles remontent jusqu'à moins 45 000. Les poids de fusailleul les fusailloles et les poids de métier à tisser sont plus récents, quelques millénaires. Par exemple, le 6e millénaire avant Jésus-Christ, confirmant le développement du tissage parallèlement à la domestication du lin, au développement de l'agriculture, et au développement du lin, oui, à la culture du lin qui a commencé vers le 9e millénaire avant Jésus-Christ. Mais d'autres fibres et d'autres formes de construction textile que le tissage ont existé auparavant. Ce sont d'abord des cordes, comme ce morceau trouvé à Lascaux que vous voyez en haut à droite, enserré dans de l'argile et daté de 15 000 avant Jésus-Christ, puis des réseaux entrelacés, sorte de filets sans nœuds, et des trames cordées, comme vous voyez les dessins, les tracés techniques en bas sur la gauche, qui sont faits de fibres résistantes, en général végétales, qui apparaissent dans des grottes sèches, qui sont conservées grâce à ces lieux particuliers, qui ont des équilibres thermiques et d'humidité qui permettent de la conservation de textiles vraiment anciens, et comme celle de Guitarrero, par exemple, au Pérou, dans lequel on a trouvé vraiment des vrais textiles qui remontent à 10 000 ou 9 000 avant Jésus-Christ. Même phénomène dans la grotte de Nahal Hemar, au bord de la mer Rouge, en Palestine, qui a révélé des objets très divers,
des trames cordées, des filets, dont cette coiffe qui est un filet qui a été retravaillé, qui est d'une très grande finesse, qui remonte au 7e millénaire avant Jésus-Christ. Les plus anciens tissus avec chaînes et trames conservées datent du 7e millénaire avant Jésus-Christ. Ce sont des toiles de lin trouvées à Çatalhöyük en Anatolie, ou bien des empreintes dans l'argile un petit peu plus anciennes trouvées à Jarmo, au nord de l'Irak, mais pour lesquelles malheureusement, comme pour les objets, les témoins indirects ne permettent pas de savoir dans quelles fibres ils ont été produits. Ces fibres, lorsqu'elles sont identifiables, révèlent par leur spécificité, leur distribution géographique, une relation de la production textile avec leurs environnements locaux et avec ces conditions de conservation particulières et qui permettent la conservation d'ensembles, de séries de pièces importantes qui la permettent, sur le plan scientifique, d'avancer. C'est ainsi que l'Égypte, au climat très sec, très favorable à la conservation des textiles, se révèle être un pays du lin, contrairement à quelquefois l'image qu'on en a aujourd'hui, en tout cas pendant la période pharaonique. Vous n'avez qu'à penser à tous les linceuls ou à toutes les bandelettes qui entourent les corps des défunts, qui sont tous en lin, parfois extrêmement fins. Et une spécialité qui est attestée par de nombreux autres supports et en particulier par nombreuses représentations de travaux des champs qui attestent la culture du lin. Cette robe à gauche, qui est plissée, qui date du début du 2e millénaire avant Jésus-Christ, contraste fortement avec les vêtements présentés à droite, qui sont en laine et conservés dans le nord de l'Europe grâce aux qualités du sol tourbeux qui a permis la conservation d'un corpus important de textiles, parfois comme celui-ci en très bon état, ou bien l'exemple qui est tout à fait à droite et qui provient du Xinjiang, dans le nord-est de la Chine, qui est lui aussi une zone désertique favorable à la conservation des textiles. Aux deux extrémités de cette immense région de la laine, entre l'Europe et le nord-ouest de la Chine, on trouve des jupes de corde dont je vous ai signalé la présence sur la Vénus de Lespugue et qui appuie le regard qu'ont porté les spécialistes sur cette petite statuette qui, paraît-il, a été gravée dans un tel détail qu'on peut compter le nombre de cordes et voir la torsion même des cordes, comment elles ont été fabriquées. Obtenues après un long processus de sélection qui permit de passer d'animaux aux poils ras, comme le mouflon, ancêtre sauvage du mouton domestique, et pourvu, lui, d'une abondante toison, la laine occupe désormais une place privilégiée dans tout cet espace entre l'Europe et l'Asie centrale. Une grande diversité de textures, couleurs et décors se manifestent déjà dans les exemples de l'âge du fer, comme ceux-ci qui ont été découverts dans des mines de sel à Hallstatt, en Autriche. Ces mines de sel sont également des lieux très favorables à la conservation des textiles. Très importante dans l'Empire romain, la production de draps de laine poursuivit sa progression en Europe au Moyen Âge. Enfin, je pense que beaucoup d'entre vous le savent. Et
au Moyen-Âge et au-delà, pendant la période moderne, des productions qui ont été marquées par d'intenses échanges entre le nord et le sud de l'Europe, par exemple, ou entre les rives extrêmes de la Méditerranée pendant le XVe et le XVIe siècle. Les soies, elles évoquent bien sûr la Chine, où la soie domestique, celle du Bombyx mori, est tissée depuis au moins le IVe millénaire avant Jésus-Christ, tandis que des soies dites sauvages, produites par divers papillons séricigènes, ont été retrouvées depuis peu dans la vallée de l'Indus, au Pakistan. Ils datent du IIIe millénaire, dans des couches qui datent du IIIe millénaire, dans des objets qui les ont protégés depuis le IIIe millénaire avant Jésus-Christ, et qui ont relancé les recherches sur cette histoire d'une partie de la soie qui jusqu'à maintenant a été invisible, puisque la soie du Bombyx mori dominait les représentations et les reconstructions. L'ouverture de la Chine au monde extérieur à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ a suscité la circulation de la soie domestique, sous forme de fils et d'étoffes, comme en témoigne le fragment à gauche qui a été tissé sous la dynastie des Han, grossièrement entre les 2 siècles avant et 2 siècles après Jésus-Christ, et qui a été retrouvé dans une sépulture à Palmyre, à l'est de la Syrie. Tandis qu'à droite, l'écharpe indienne, qui a pu être identifiée comme indienne, tissée de coton et de soie sauvage, a été trouvée dans une tombe égyptienne plus tardive. Et c'est un objet extrêmement important qui témoigne des échanges également intenses qui se sont produits à travers l'océan Indien, entre l'Inde et l'Égypte et la mer Rouge, dès le 1er siècle de notre ère. Les Romains connaissaient la soie sauvage, comme en témoigne cette bobine de fil découverte à Pompéi, et le nom de bombicina, qu'ils donnaient à cette matière pour la distinguer de la soie chinoise nommée sericum. Cette dernière, produite par l'élevage des vers à soie ou sériciculture, attestée dès le IIIe siècle hors de Chine, s'est étendue progressivement vers l'ouest, comme le montre cette mise en couleur dans les jaunes et verts, qui a été vers l'ouest et vers l'est aussi, qui a été faite par Léon Clunier à Lyon en 1877, et qui, de façon intéressante pour cette époque, ne se contentait pas seulement de représenter, de prendre en compte la soie du Bombyx mori, mais aussi les soies sauvages. Donc on avait déjà à l'époque une notion de l'importance des soies sauvages, mais ensuite, quand les historiens de l'art ont travaillé sur l'histoire du textile, se sont concentrés beaucoup sur les routes de la soie. C'est la soie du Bombyx mori, la soie domestique, qui a pris tout l'espace. Les débuts du coton sont plus difficiles à cerner par rapport à la soie d'une certaine façon, ou l'impression qu'on a pour la soie, car on distingue au moins 4 espèces qui ont été domestiquées dans divers endroits du globe. Et dès le 6e millénaire avant Jésus-Christ, au Pérou, avec le Gossypium barbadense, et dans le subcontinent indien aussi, avec le Gossypium arboreum, lui découvert dans une perle en cuivre. Mais cette fois-ci, la perle avait conservé, du fait qu'elle était faite en métal, elle avait conservé le textile qui était à l'intérieur.
Et le 4e millénaire, voire le 6e millénaire pour le Mexique, où il y a une autre espèce, tandis qu'il y a beaucoup de recherches qui se font sur le Gossypium herbaceum, qui serait africain, mais sur lequel, pour le moment, on manque encore de beaucoup d'informations. La situation est très loin d'être claire. L'expansion de ces espèces et des techniques de transformation du coton dans le Vieux Monde, en Asie centrale et en direction de la Méditerranée et de l'Afrique de l'Ouest, a été fortement liée à celle de l'islam, jusqu'à introduire sa transformation au sud de l'Europe, en Sicile et en Espagne, au Xe siècle. Et sa culture même, contrairement à ce que je vois écrit partout, en Espagne, révélée par un traité d'agriculture, très clairement, un traité d'agriculture du XIIe siècle. À partir de la découverte du Nouveau Monde, les espèces américaines ont gagné du terrain, au point qu'aujourd'hui, le barbadense, originaire du Pérou, domestiqué dans les Andes, serait la principale espèce cultivée, non seulement au Pérou, mais aussi en Égypte, au Soudan, aux États-Unis. L'importance du coton dans la production textile mondiale depuis plusieurs siècles et son rôle dans les échanges internationaux en ont fait le sujet favori des spécialistes de l'histoire globale. Je préfère leur laisser la parole et donc ne pas rester pendant des heures sur... Je pourrais rester pendant des heures sur l'histoire du coton. Mais avant de terminer sur ces histoires de fibres, j'aimerais parler d'autres matériaux qui ont participé à l'histoire des textiles, beaucoup plus que ce que je présente l'ont fait, mais bon, j'insiste sur quelques-uns qui sont peut-être un peu, pour certains en tout cas, difficiles à se représenter. Sur la rangée supérieure, ça c'est plus facile, on trouve 3 textiles faits de lamelles d'or, une petite tresse minuscule de 4,5 par 1,2 cm qui décorait des vêtements. On a les tablettes en écriture mésopotamienne dans lesquelles l'utilisation de ces petits objets est spécifiée. Ils servaient donc à décorer des vêtements trouvés dans le palais d'Ebla en Syrie dans la seconde moitié du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Suit à droite un filet pour les cheveux extrêmement fin provenant de Pompéi, donc avant 79 après Jésus-Christ, et un fragment de soierie du IVe siècle incrusté de bandes tissées d'or, trouvées dans une tombe d'enfant à Nintré, près de Poitiers, il y a une quinzaine d'années. Sur la rangée intermédiaire, la photo d'amiante ou asbestos brut est suivie de 2 fragments découverts, l'un sur un site de l'île de Java, dans une tombe datée du 1er, 2e siècle de notre ère, tandis que l'autre provient également de Pompéi, donc il est pratiquement contemporain. L'amiante était appréciée par les élites émergentes à la fois dans le sud-est de l'Asie et dans l'Empire romain, et des documents attestent aussi en Chine et dans d'autres régions. Et il était donc très apprécié pour son lustre, sa blancheur pour certaines catégories et sa résistance au feu. Identifié sur des sites déjà du néolithique, du bronze et du début de la période historique en Thaïlande, on sait, d'après les descriptions de Pline, l'Ancien, que l'asbestos, comme il le nomme, ou l'amiante, était très apprécié, non seulement par son lustre, mais aussi parce qu'il était utilisé comme linceul lors des crémations. Et le fait qu'il ne brûle pas permettait de rassembler, après la crémation, absolument tous les restes du corps, des cendres de corps qui étaient sur le foyer. Sur la rangée inférieure, on voit du libère de tilleul à gauche, très utilisé au néolithique. D'après
les restes qui ont été trouvés dans les lacs suisses et du Jura, et aussi en Europe du Nord, où il était utilisé pendant la période moderne pour des vêtements de travail. C'est juste la partie droite de la photo montre un fourreau de couteau qui a été reconstruit d'après celui qui a été trouvé avec Otzi, l'homme des glaces, qui est décédé en haut d'un glacier à la fin du 4e millénaire avant notre ère. Enfin, les deux derniers en bas à droite sont pour la Pinna nobilis, ou soie marine, qui provient d'un coquillage, connu des Romains également, puisque trouvé sur un site du IVe siècle avant notre ère, et une fibre extrêmement fine qui m'a intéressée parce qu'elle a une histoire, elle, qui est beaucoup plus récente, mais justement qui montre à quel point les échanges internationaux ont créé cette fois-ci dans les Philippines à partir d'une plante, l'ananas, qui a été introduite par les Espagnols dans les années 1582-1583, une vogue extrême avec des productions d'objets d'une finesse transparente, donc une vogue extrême qui est vraiment documentée pendant le XVIIIe et la première moitié du XIXe. Donc je vais partir maintenant sur la deuxième partie, en examinant un type de textile qui attire le regard et donne envie de le toucher, le velours, qui occupe une place spéciale parmi les textiles. Tissu de soie complexe à tisser et prestigieux signe social, il a connu des heures de gloire en Italie entre XIVe et XVIe siècle et a alors été amplement représenté dans la peinture. En 15 minutes, seul un petit bout de sa personnalité peut être dévoilé. Aussi me suis-je concentrée, après une courte divagation que vous voyez à l'écran, sur ce qui a fait son relief et son éclat pendant ces 3 siècles italiens. Des velours ottomans et safavides, pourtant si intéressants, il ne sera pas question. Seules 2 images montrant des raccourcis trouvés pour réduire son prix après sa diffusion hors d'Italie cloront cette courte série. Donc, ici, j'ai d'abord voulu présenter quand même le fait que le velours ne se réduit pas à ces fameux velours italiens, mais le nom déjà s'attache, contrairement à beaucoup d'autres textiles qui prennent le nom des centres où ils ont été d'abord produits, comme par exemple le Dama, pour citer un type bien connu. Ici, dans le velours, c'est l'aspect qui est dans le terme. Ça n'est pas le fait qu'il ait un aspect velouté, une surface velue, et qui a été recherché pour des raisons de confort, de douceur, peut-être aussi pour son fort impact tactile. On a toujours envie de le toucher quand on le voit. Mais l'effet de velouté peut-être a été obtenu de diverses façons. J'ai réservé 3 exemples ici. Le premier, le très beau à gauche, le très beau tapis polychrome de Pazyryk, qui a été trouvé dans une tombe gelée de l'Altaï, tissé comme le sont les tapis aujourd'hui, avec des touffes de poils qui sont nouées autour des fils de chêne. Il est attribué à la Perse pour son décor qui est très proche des sculptures de Persépolis. Et se trouve considéré comme le plus ancien exemple de ce type, mais des exemples du néolithique sont connus, qui sont évidemment des petits fragments dont on ne peut pas comprendre l'utilisation ni même le décor,
mais qui ont été trouvés, par exemple, dans la Charavine, sur le lac de Paladru, près de Grenoble, un exemple de 2600 avant Jésus-Christ. En Allemagne, un autre site de la même période, où on a trouvé exactement le même type de construction, avec les mêmes nœuds. En haut à droite, vous avez un bonnet à 4 pointes, wari, qui un type d'objet fréquent chez les Wari entre 600 et 1000 après notre ère, dans les hautes terres sud du Pérou, où les touffes de poils sont ici liées non pas dans un tissu chaîne et trame, mais dans un filet à l'intérieur des nœuds. Tout à fait différent, l'image qu'on voit en bas à droite, qui représente, où on se rend compte à quel point le grattage de certaines surfaces d'étoffe peut faire apparaître des fibres qui peuvent ressembler à qui constituent quand même une surface veloutée, qui peuvent ressembler à ce qu'on appelle aujourd'hui le velours, et qui représentent des tissus qui ont été extrêmement importants au Moyen-Âge, les fameux draps qui étaient foulonnés, lainés, rasés pendant une spécialité de nombreuses régions, de la Flandre à l'Italie, encore le début de la période moderne et au-delà. Ces surfaces étaient grattées avec des chardons et qui faisaient ressortir les poils pris dans le tissage. J'aurais pu citer aussi, montrer des images d'autres types de velours, comme ceux que beaucoup d'entre vous doivent connaître, les velours Kasaï par exemple, qui sont en raffia, qui sont produits par les Kuba de la République démocratique du Congo, mais qui sont brodés cette fois-ci. Le velours est ajouté après tissage. Donc le velours est une très belle étoffe de soie, tissée à Paris et en Italie à partir de la fin du XIIIe siècle, en s'inspirant de modèles importés de l'Empire mongol, très probablement de Tabriz, au nord-est de l'Iran. L'inventaire du trésor du pape Boniface VIII mentionne en 1295 Panum tartaricum pilosum rubeum ad medallias aureas, c'est-à-dire un drap de tartare poilu, rouge, avec des médailles d'or qu'on a pu identifier. Enfin, la description est tellement proche de l'étoffe que j'ai représentée ici, avec un petit détail à sa droite, et qui est conservée. On en connaît une 50aine de fragments dans de nombreux musées, qui sont presque tous différents. La taille de la médaille, la couleur, presque tous proviennent de pièces différentes. Ça n'est pas une pièce qu'on a coupée à la fin du XIXe siècle pour la distribuer, que des collectionneurs ont coupé pour les vendre dans des musées. Comme ça arrive malheureusement, c'est arrivé assez souvent. On voit la représentation de ce tissu dans un certain nombre de peintures italiennes, en particulier celle-ci de Gherardo di Jacopo, qui date du début du XVe siècle. Ces velours sont tous tissés avec le velours qui est ici présenté avec ces médailles d'or est tissé avec des fils d'or et des lisières particulières qui ont pu être comparées avec celles d'autres étoffes portant des inscriptions au nom des dirigeants mongols liés à la ville de Tabriz. C'est comme ça qu'on peut faire l'hypothèse aujourd'hui que le tissage du velours est parvenu en Europe depuis Tabriz, une ville où une colonie de marchands italiens était installée depuis au moins 1264. Dans les sources occidentales,
Le thème de, oui, je veux préciser, le thème de Tartère ou drap de Tartère désignait les étoffes précieuses qui étaient importées des territoires conquis par les Mongols au XIIIe siècle, depuis la Chine jusqu'aux confins de l'Europe, et qui ont été extrêmement importants dans le développement du tissage de la soie en Italie centre-nord, en particulier à Lucques, au XIIIe siècle. Les velours de soie, à cette époque, sont tissés au fer, c'est-à-dire que ce sont des velours qui ont une chaîne supplémentaire. Vous voyez les fils rouges sur le tracé en haut, ou sur le métier qui est en dessous, alors que l'autre chaîne sur le métier sont noirs dans le tracé ou beige sur le métier qui est en dessous. Vous pouvez voir sur le tracé qu'on a glissé sous cette chaîne rouge un fer avec une fente dans la partie supérieure, et le velours est formé par le passage d'une lame dans cette fente. On voit cet outil posé sur le métier en dessous, et qui permet au poil de se redresser, de former une surface homogène. La broderie que vous voyez à droite, réalisée vers 1340 dans le nord de la France, sur un fond de velours rouge, permet de dater le tissu support, qui autrement, du fait de son manque de sans broderie, serait difficile à dater. Enfin, parce que, mais par contre, il est difficile de savoir son lieu de tissage, peut-être Paris, où la production de velours de soie était reconnue dans la dernière décennie du XIIIe siècle et au début du XIVe, ou bien Lucques et Venise, qui sont aussi des candidats, puisque le tissage du velours y est attesté aussi au moins à partir de 1311. Je vais très vite. À partir du XVe siècle, Milan, Gênes et Florence deviendront des centres importants où certains artistes collaborent avec leurs dessins à la production de soieries façonnées en général, caractérisées par un décor tissé sur un métier complexe, dit alors métier à la tire, l'ancêtre du métier jacquard. Un métier dont les nombreux cordages ne seront remplacés qu'au début du XIXe siècle avec cette mécanique. Les artistes, les peintres, entrent donc dans les ateliers de tissage, et c'est probablement grâce à cette proximité que Apollonio di Giovanni a pu représenter dans la partie supérieure d'un tableau décorant un coffre dont le thème est les aventures d'Ulysse. Vous voyez dans la partie supérieure, juste en dessous du détail que j'ai agrandi, la représentation de Pénélope au métier et certains détails, en particulier la cantre qu'on voit en dessous avec de nombreuses bobines, prouvent que c'était un métier pour tisser du velours façonné. Alors malheureusement, les cordes mais c'est la seule représentation qu'on ait d'un métier à la tire pour le Moyen-Âge, et même jusqu'à, je crois, à l'encyclopédie Diderot, où on devine des cordages. Malheureusement, ils ne sont pas assez détaillés pour qu'on puisse reconstruire toute la façon dont ils étaient montés. Et le tireur de lac, qui normalement devrait être au-dessus du métier, n'aurait pas eu beaucoup de place pour travailler. Bon, les représentations de métiers sont toujours, par les peintres ou les dessinateurs, sont souvent, je ne veux pas dire toujours, mais souvent un peu pas tout à fait dans la réalité.
C'est sûr, en tout cas sur un tel métier, qu'ont été tissés les velours façonnés qui suivent, chacun étant pourvu d'un nom particulier correspondant à un tissage spécifique. Il y a eu une diversité à partir de la deuxième moitié du XIVe siècle, en Italie, centre-nord, une diversité des types de velours absolument étonnante, enfin qui montre une créativité, une intelligence à la fois du métier et du matériau tout à fait exceptionnelle, et en même temps, bon, une clientèle capable de payer des prix absolument exorbitants. Quelquefois, il y a des documents qui attestent qu'un vêtement porté par une jeune femme de la famille Strozzi à Florence au XVe siècle valait le prix d'une maison. Alors les centres où ont été tissés ces velours sont rarement faciles à identifier, tant les velours ont été, les spécialités des villes entre elles se sont copiées entre elles, et tant les ouvriers ont circulé malgré les défenses qui étaient bien sur lesquelles les statuts insistaient. Mais quelques caractéristiques, comme la largeur des pièces, comme les lisières qui sont sur les côtés, ou bien des éléments du décor, en particulier des armes de familles connues, s'ajoutent aux rares documents écrits qui concernent les achats à un soyeux ou à un centre, qui permettent des attributions en toute sécurité. Ici, ce velours, ce zetano vellutato, c'est-à-dire un velours sur fond satin, dont vous voyez un détail sur la partie en haut à droite, a peut-être été tissé à Venise du fait de sa lisière qui est blanche. Avec 3 hauteurs de poils, visibles sur le détail à droite, en plus des fils d'or brochés en abondance, y compris des boucles de lucciolato parsemées dans le velours de hauteur moyenne. Cet alto et basso brocato d'oro devait faire partie des velours les plus chers tissés dans la seconde moitié du XVe siècle. Tandis que celui-ci, portant le même dessin que le velours de la robe d'Éléonore de Tolède, femme de Cosimo de Medici, peinte par Agnolo Bronzino vers 1545, a des lisières caractéristiques de Florence. Ce velours broché d'or comprend plusieurs hauteurs de fils bouclés d'or qui se nommaient alors riccio sopra riccio, bouclés, surbouclés. Les tisserands italiens qui introduisirent le tissage de la soie, en particulier du velours à Tours en 1470, puis à Lyon au début du XVIe siècle, apportèrent leur savoir-faire, et le velours de soie continua à être tissé au fer, c'est-à-dire très lentement, jusque tard dans le XIXe siècle. Dans le nord, des velours de laine plus épais, tissés sur des fils de chanvre, produisaient au XVIIe et XVIIIe des velours nommés moquettes, ou des tissus plus fins comme celui-ci, en lin et parfois coton, avec des poils en mohair pour le velours, qui étaient ensuite gaufrés, c'est-à-dire écrasés, façon plus économique d'obtenir des décors sur des velours. C'est dans la seconde moitié du XIXe siècle que des Espagnols mirent au point le velours double pièce, dont on voit ici une coupe en profil, avec les 2 chaînes noires, les 2 chaînes pièces, et au centre, faisant les allers-retours entre ces 2 couches, des fils poils rouges et bleus, qui sont, après tissage, coupés par une lame de rasoir que l'on voit toute fine entre les 2 étoffes. Et ce qui permettait une grande économie de temps, vu qu'en plus, il y avait 2 pièces qui étaient tissées en même temps.
Examinons maintenant le cas de la maille qui, contrairement au velours, est une oubliée de l'histoire des textiles. Plus humble que celui-ci, elle souffre du fait de produire des textiles d'usage quotidien, pourtant bien nécessaires au confort de nos extrémités grâce à leur élasticité. Comme le montre la Vénus de Willendorf, et les fragments textiles parmi les plus anciens qui ont été conservés, et dont je vous ai présenté quelques éléments dans la première partie, nos ancêtres savaient produire des textiles ajustés aux formes du corps. Ces filets et réseaux à l'aiguille dont vous voyez, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais dont vous voyez les tracés à côté des objets, nécessitent d'introduire le fil à l'aide d'une aiguille à chat ou de tout autre outil à l'intérieur d'une ou de plusieurs mailles des rangées précédentes. Cette façon de faire rend le travail plus lent, mais très solide, car le réseau ne peut pas se défaire en tirant sur un fil. La maille, du type tricot, est faite autrement. Ce n'est pas un fil, mais une maille entière qui est introduite à l'intérieur d'une maille de la rangée précédente, ce qui implique une certaine fragilité, car il suffit de tirer sur un fil pour que tout se défasse. Mais ça permet aussi une certaine mécanisation qu'on a beaucoup de mal pour le moment encore à comprendre. De nombreux exemples décorés trouvés lors de fouilles en Égypte ont permis de situer l'existence du tricot au moins en grand nombre au XIe, XIIe siècle sous les Fatimides, et même à travers cette pièce qui a une inscription jugée par Georgette Cornu comme abbasside au IXe, Xe siècle de notre ère. La découverte par Dominique Cardon d'un cordon en tricot tubulaire sur le site de Maximianon, en Égypte, le site romain de Maximianon, a conduit Marguerite Gagneux-Granade à comprendre que les nombreux exemples de tricots tubulaires de la période fatimide, dont un exemple est représenté à côté et qui sont identifiés par de nombreux petits dessins caractéristiques, ont dû être tricotés sur un objet circulaire, dont l'exemple le plus ancien qu'elle ait pu retrouver date pour le moment du XVIIIe siècle. Mais bon, ce sont des recherches extrêmement récentes. Maintenant que les archéologues le savent, peut-être que ça va être plus facile de trouver, d'identifier des objets qui ont pu être utilisés pour les fabriquer. Donc déjà, à une période au début de notre ère, au moins. Oui, le moule turc, il est ainsi nommé dans le musée où il est conservé, en fait correspond à ce que beaucoup d'entre vous probablement connaissent sous le nom de tricotin, et qu'ils ont pu utiliser dans leur enfance ou après. Les gants liturgiques de l'archevêque de Tolède, Rodrigo Jiménez de Rada, qui est décédé en 1247, et le coussin de soie sur lequel reposait la tête de Fernando de la Cerda, décédé en 1275 et enterré au monastère de Santa Maria Real de Huelgas, près de Burgos, en Espagne, montrent que le tricot avait déjà été transmis via les artisans musulmans jusqu'à l'Espagne, où ces exemples ont été conservés parce que c'était dans les tombes des rois et que c'était des objets en soie. Enfin, des scènes assez classiques de travaux de la Vierge. On a des quantités de scènes de travaux de la Vierge dans lesquelles elle fait de la broderie, ici du tricot avec 4 aiguilles, ou bien du tressage, du tissage au carton. C'est un répertoire extrêmement intéressant pour l'histoire du textile.
Donc le tricot, la Vierge tricotant, a été représentée par un certain nombre de peintres entre le Nord et les pays du Nord et l'Italie. Et ils attestent donc que le tricot à l'aiguille, au moins, était pratiqué au XIVe siècle. Le bonnet de soie marine, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc, qui a été trouvé dans les fouilles de Saint-Denis, dans une couche du XIVe siècle, a été, lui aussi, travaillé aux aiguilles. Ces diverses pièces de vêtements, tout en soie, trouvées dans des sépultures ou connues pour avoir été tricotées aux aiguilles dans la seconde moitié du XVIe siècle, pour la plupart en Toscane, peut-être pas le caleçon jaune qui est au milieu, ça c'est bon, ça n'est pas totalement assuré, mais de toute façon, toutes ces pièces sont en phase avec les inventaires de Cosimo de Medici, qui mentionne à plusieurs reprises la présence de travailleurs à l'aiguille, aggucciatori, parmi ses fournisseurs. Mais déjà, la mécanisation était en route, avec la machine à tricoter à pic mobile de William Lee, dont on ignore presque tout, sinon qu'elle était assez compliquée. J'ai simplement représenté le dessin de l'encyclopédie pour pouvoir l'illustrer. Mais on voit le passage du tricot circulaire, donc un tricot au râteau, un tricot rectiligne, qui aurait permis de faire des surfaces planes, et le métier à tricoter de William Lee, qui aurait été plutôt de cette catégorie du tricot au râteau. Aujourd'hui, le tricot est employé pour représenter des constructions complexes. Le journal Le Monde en a usé en septembre 2017 pour introduire une enquête intitulée « Cerveau indisponible ». C'est une excellente transition pour aborder les textiles comme matière à penser, tout particulièrement à travers les rapports étroits qui les lient aux mathématiques. Selon la définition donnée au début de cette conférence, le non-tissé pourrait ne pas être considéré comme un textile, car ses fibres sont directement entremêlées. Mais la nature des fibres employées nous y engage, tout autant que le contraste qu'il permet avec le tissu dont la construction implique un certain ordre dans la gestion des fils et du décor. Cette diapositive, dont je vous ai déjà montré une sélection plus large, met en évidence l'impact des armures, donc de l'organisation des fils, de leur rythme de croisement, dans l'aspect de leur surface, qui se trouve ainsi marquée par des lignes et des motifs géométriques, auxquels on ne fait pas suffisamment attention souvent. Lignes perpendiculaires ou obliques, lignes brisées, chevrons, losanges et carreaux. Ces derniers en bas à droite, obtenus par des changements non pas de la couleur, mais de la torsion de séries de fils, ce que les archéologues appellent spin pattern. Cette diversité d'armures et d'effets existait déjà à l'âge du fer en Europe, soit en gros au premier millénaire avant notre ère. Passons à un niveau plus abstrait et bien plus près de nous chronologiquement, puisqu'il date des années 1860, un article publié par Édouard Gand, professeur à l'école de tissage d'Amiens, sur l'utilisation des nombres premiers dans la construction des satins réguliers, inspirera le mathématicien Édouard Luca, qui, théorisant d'abord l'application de l'arithmétique à la construction de ces satins, produira, en s'appuyant sur ces résultats, une théorie des nombres en 1891 qui fut remarquée parce qu'elle prolongeait les travaux de mathématiciens importants comme Fibonacci et Fermat. Ainsi, il a fait des mathématiques très sérieuses en partant d'un problème d'armure de tissage.
la découverte d'un petit cahier du XVIIe siècle, dont les 32 folies sont remplies de tableaux de nombres, m'a ramené l'année dernière à réfléchir au rapport entre armure et comptage. Chaque tableau est précédé d'un titre plus ou moins fleuri, rose de 19 lignes ou dessin en damier. Heureusement, le cahier comprend un certain nombre d'échantillons qui montrent qu'il s'agit de tissage, mais pas de quel tissage, car ils sont faits de lamelles de papier. L'analyse parallèle des échantillons et des tableaux montre que chaque ligne est la mémoire d'un passage de trame, comme sur un autre message codé élaboré au Pérou à la fin du XVIe siècle. Et comme pour celui-ci, il est probable que chaque ligne corresponde à une liste de décors, soit une liste qui permettait de sélectionner les fils pour construire le dessin, comme sur ce métier à tisser d'une population daïque du sud-ouest de la Chine. Le programme, enregistré sur chacune des listes signalées par les lettres PH, aurait pour équivalent, en bien plus complexe, une carte perforée de cette mécanique jacquard, destinée elle aussi à mémoriser un passage de trame. Dans la première moitié du XIXe siècle, ces cartons ou cartes perforées furent empruntés par Charles Babbage à la mécanique jacquard pour faire fonctionner sa machine analytique, aujourd'hui considérée comme le précurseur des ordinateurs. Ada Lovelace, qui a assisté Babbage en créant un langage informatique pour cette machine, commentait en 1843 « La machine analytique tisse des motifs algébriques, comme le métier jacquard tisse des fleurs et des feuilles. » Ce modèle, construit en 1991 à Londres dans un musée, fonctionne effectivement avec des cartes perforées, similaires à celles de la mécanique jacquard. Lors d'une exposition récente au Weltkulturenmuseum de Francfort, intitulée Thread, the Warp and Weft of Thinking, l'artiste Maren Gebhardt a créé une pièce de taille humaine, 1,60 m, montrant comment ce corps tricotant pouvait créer un nouveau textile à partir d'un câble informatique et ainsi relier métaphoriquement production textile et informatique. Lorsque je travaillais sur la partie tricot de cette conférence, j'ai cherché une photo de tricotant sans trouver quelque chose qui m'aille. Je ne me doutais pas que la photo arriverait à la fin comme un corps dont la tête, ou plutôt le cerveau, produit un textile. Je vous remercie de votre attention. Merci Sophie.